En Ukraine, 4 personnes ont perdu la vie et une vingtaine d'autres ont été blessées dans une attaque russe sur la ville de Soumy, selon les services de sécurité ukrainiens, dont l'enquête préliminaire a révélé l'usage de lance-roquettes à longue portée par Moscou. Un centre médical, plusieurs voitures et des bâtiments résidentiels ont été endommagés par les frappes. Бачимо, тут все посічено, це все більше, воно, мабуть, можливо, навіть до влучання розвивається, тому що шарики, оці всі шрапнелі, вона порозліталася, і там у нас перебита лінія електропередач, пошкоджені вікна здебільшого, автомобілі згоріли. Sur le réseau social X, Volodymyr Zelensky a présenté ses condoléances aux proches des victimes et a réitéré son appel à faire pression sur Moscou par le biais de sanctions. Plus tôt, au cours de la nuit, la Russie a également lancé 112 drones sur l'Ukraine. Les forces ukrainiennes ont abattu 60 des engins, 15 autres ont été neutralisés électroniquement ou ont disparu des radars sans causer de dommages. Dans la région d'Odessa, 5 personnes ont été blessées dans les bombardements. Parallèlement, les services de sécurité ukrainiens ont revendiqué une nouvelle attaque contre le pont de Crimée, menée avec un peu plus d'1 tonne d'explosifs. Après 6 mois d'interruption, les transactions reprennent à la bourse de Damas. Des activités à l'arrêt depuis décembre dernier, suite à la chute de l'ancien président Bachar al-Assad. Aujourd'hui, les nouveaux dirigeants de la Syrie veulent stimuler l'économie nationale, affaiblie par près de 14 ans de guerre civile. Pour le ministre syrien des Finances, cette réouverture envoie un signal fort aux investisseurs, démontrant la nouvelle dynamique de l'économie syrienne. رؤية الدولة الاقتصادية تقوم على ريادة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والعدالة والإنصاف ومكافحة الفقر. نحن منفتحين على الاستثمار، ليس لدينا أي عقد، ليس لدينا أي قيود، منفتحين على الاستثمار، من نرغب أن يستثمر في سوريا أهلا وسهلا به. سيجد الفرص الكثيرة وسيجد الفائدة الكبيرة. Cette réouverture intervient alors que les restrictions internationales imposées à la Syrie sont progressivement levées. Le président américain Donald Trump a été le premier à prendre cette initiative. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont suivi cette démarche en allégeant les restrictions et en levant les sanctions afin de donner au pays une chance de se redresser et de se reconstruire. La semaine dernière, la Syrie a également signé un contrat d'une valeur de 6,1 milliards d'euros avec un groupement d'entreprises qataries, américaines et turques opérant dans le secteur de l'énergie. Ces entreprises mèneront divers projets énergétiques qui devraient permettre au pays de couvrir plus de la moitié de ses besoins en électricité. Geert Wilders annonce que son parti pour la liberté, le PVV, s'est retiré de la coalition gouvernementale néerlandaise suite à des différends quant à la politique migratoire du pays. Le leader d'extrême droite avait présenté un plan en 10 points lundi dernier. Celui-ci prévoyait notamment l'arrêt complet de l'asile, la suspension temporaire des regroupements familiaux pour les réfugiés et le renvoi de tous les ressortissants syriens qui se trouvent aux Pays-Bas avec des visas temporaires. Mais ces propositions ont été rejetées par les partenaires de la coalition. De PVV heeft de kiezers beloofd om het strengste asielbeleid ooit en het strengste beleid tot de strengste landen van Europa te horen. Daar heb ik een plan voor gepresenteerd. U was daar volgens mij, een aantal van u waren daarbij. Daar heb ik de handtekening van de coalitiegenoten, voormalig coalitiegenoten moet ik zeggen, onder gevraagd. Althans onder een merendeel van die maatregelen. Dat hebben ze niet gedaan. Le reste de la coalition gouvernementale qualifie la décision de Geert Wilders d'irresponsable et l'accuse de faire passer des considérations politiques devant l'intérêt des Pays-Bas. Le PVV est le plus grand parti du Parlement néerlandais depuis les élections de 2023. Suite au retrait du parti de la coalition, le Premier ministre néerlandais Dick Schoof présentera la démission de son gouvernement au roi des Pays-Bas. C'est un coup dur porté à la nouvelle politique migratoire du chancelier allemand Friedrich Merz. Ce lundi, un tribunal de Berlin a jugé que le rejet des demandeurs d'asile aux frontières était illégal. Les juges ont examiné les recours de 3 ressortissants somaliens qui avaient demandé l'asile, mais avaient été refoulés après être arrivés en train de Pologne. In diesem Einzelfallbeschluss geht es 3 Somalier, die versucht haben, am 2. Mai bereits die deutsche Grenze von Polen Richtung Deutschland zu überqueren, sind dabei zurückgewiesen worden. Sie haben zu diesem Zeitpunkt kein Asylbegehren gestellt.
Ferner sind sie dann am 3. Mai erneut an der deutschen Grenze erschienen, wurden wieder zurückgewiesen, haben auch zu diesem Zeitpunkt kein Asylbegehren gestellt. Am 9. Mai sind sie erneut an der deutschen Grenze erschienen, haben da ein Asylbegehren gestellt. Le tribunal a indiqué qu'au moins l'un des ressortissants somaliens disposait d'une preuve valable de vulnérabilité et que le gouvernement Merz a enfreint les lois sur l'asile et le système d'immigration de l'Union européenne en n'examinant pas les demandes. Le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, affirme toutefois qu'il ne compte pas changer la politique migratoire en place. Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung. Lors de sa campagne électorale, Friedrich Merz avait promis de sévir contre l'immigration illégale. En mai, son gouvernement a dévoilé de nouvelles mesures visant à imposer une interdiction générale des demandes d'asile. Les dernières recherches au Portugal ont eu lieu il y a 2 ans. Dans l'affaire de la disparition de Mady McCann, les autorités allemandes veulent étudier de nouvelles pistes. Avec le soutien des autorités portugaises, les enquêteurs analyseront plusieurs lieux à la recherche d'éléments susceptibles d'étayer le dossier contre Christian Bruckner. Les autorités allemandes soupçonnent cet homme déjà jugé pour des agressions sexuelles d'être impliqué dans l'enlèvement de la fillette, mais il ne fait l'objet d'aucune inculpation pour l'heure. Les recherches se concentreront sur une zone située entre Praia da Luz et l'une des maisons où vivait Bruckner au moment même de la disparition de Mady. Madeleine McCann était âgée de 3 ans lors de sa disparition, en mai 2007. Elle était alors en vacances avec sa famille à Praia da Luz, complexe touristique à proximité de la ville de Lagos au Portugal. Sa disparition a donné lieu à une campagne internationale et une mobilisation médiatique hors du commun. Le 9 mai 2007, Interpol diffusait même un avis de recherche pour retrouver la fillette. Et si dans un avion, vous deviez payer pour avoir votre bagage à main en cabine? La question est sur la table des ambassadeurs de l'Union européenne qui se réunissent mercredi. Selon des sources consultées par Euronews, la dernière proposition sur la table des États membres avancerait la création d'un nouveau bagage à main gratuit, celui qu'il est possible de glisser sous le siège. Autrement dit, les autres effets personnels en cabine, plus grands, pourraient faire l'objet d'une facturation. Pour les associations de consommateurs, cette surtaxe est illégale. Actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour de justice européenne a dit très clairement que les bagages à main font partie intégrante du prix du billet de base. Donc normalement, pas de surcharge sur le prix à partir du moment où les bagages à main ont une taille raisonnable. Donc tout ce qu'on voit, c'est une prolifération des pratiques des compagnies aériennes justement de faire payer ces bagages à main. Ce qu'on demande, c'est d'avoir des règles très claires. Le passager doit être capable de mener un bagage à main et une petite valise ou un sac à dos. L'association Airlines for Europe, qui représente 17 transporteurs aériens, a une toute autre lecture de cette décision des juges. Selon l'organisation, la proposition de réforme soutenue par la présidence polonaise du Conseil de l'Union doit surtout apporter une clarification. I think it's important to point out what the current proposal from the Poles does is to set the dimensions for that personal item so that there's the clarity and transparency for all passengers and also for airlines alike. So I'd emphasize again, under EU law, under the single market, airlines have the right to unbundle their services in order to offer the best package for passengers and that they can choose the exact services that they want to keep the price as low as possible. L'autre point délicat de la réforme concerne l'indemnisation des passagers en cas de retard de leur vol. La dernière proposition sur la table fixerait le seuil à 4 heures contre 3 heures actuellement. Mais les États membres sont divisés. Une minorité de blocage, qui compterait l'Allemagne et l'Espagne, refuse de toucher à ce cadre. Toutefois, un revirement de dernière minute pourrait faire basculer l'avenir de la réforme. Mais pour être approuvée, la révision doit être validée dans son ensemble et non pas proposition par proposition, ce qui rend son adoption plus incertaine.
La mobilité durable est l'une des pierres angulaires de la transition verte. Libérer les villes du trafic routier et des moteurs thermiques, c'est aussi protéger la santé publique en limitant par exemple les morts prématurées dues à la pollution, comme le soulignent des initiatives telles que la Journée mondiale du vélo qui a lieu le 3 juin. Parmi les modes alternatifs, le vélo est sans doute l'un des moins impactants d'un point de vue environnemental et climatique. Mais pour convaincre les gens de choisir les pédales, il faut des infrastructures et de la sécurité. À Paris, 500 km de pistes cyclables ont été aménagées entre 2014 et 2020. À Rome, le programme Biciplan a été lancé fin 2024 par la mairie, une politique de la ville suivie de près par les associations cyclistes romaines. Tutte le grandi città, oramai anche le megalopoli come New York e Londra, stanno investendo molto sulla ciclabilità urbana, perché è un mezzo molto veloce, poco ingombrante, non inquinante, che quindi crea benefici a tutti, anche a chi la bicicletta non vuole o non può utilizzarla. È un tassello importante della mobilità urbana, ovviamente non l'unico, ma non è un qualcosa di nicchia o una scelta particolare. Diciamo, tutte le città dovrebbero puntare sulla promozione della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. Si certains travaux du Biciplan ont été lancés, la sécurité est fondamentale pour qu'une population choisisse de se mettre en selle et créer des pistes cyclables n'est pas suffisant pour assurer celle des cyclistes. Attualmente muoversi in bici a Roma il principale ostacolo è la doppia fila. Per chi non va in bici, diciamo, può non sembrare scontato, ma uno dei rischi maggiori sono le sportellate dalla doppia fila e un maggior rigore, maggior controllo, soprattutto per la guida con lo smartphone in mano. Oramai girando per Roma possiamo notare tranquillamente, osservando un attimino la strada, che il livello di distrazione degli automobilisti è molto alto. Cependant, un changement culturel est également nécessaire. En ville, les gens choisissent souvent la voiture, sans penser par exemple que la vitesse moyenne d'un vélo est nettement plus élevée.